Alors, Raphaël Pitti, on vient de le voir, ça fait plus de 25 ans que vous arpentez les fronts militaires, les zones de guerre, le Liban, l'Irak, la Yougoslavie, bien d'autres. En quoi est-ce que la situation en Syrie, elle est pire que toutes ces guerres que vous avez déjà connues? Pourquoi est-ce que c'est la situation la plus terrible que vous connaissiez? Parce que c'est un champ clos. La Syrie est un champ clos, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité éventuellement de transférer des patients ailleurs, etc. Il n'y a aucune ONG qui vient en support, aucune organisation internationale qui peut travailler à l'intérieur de la Syrie. Donc on est devant une situation de catastrophe dans un champ clos où toutes les frontières sont fermées. C'est un massacre à huis clos, c'est ce que vous voulez dire? Absolument, absolument. C'est un massacre à huis clos. Et en plus, les hôpitaux, les structures sanitaires, etc. sont visés et ciblés au même temps. C'est ce que je disais tout à l'heure, avec 60% des infrastructures qui sont détruites. Et il y a la semaine dernière encore, c'est 4 hôpitaux qui ont été détruits sur Alep. Et c'est au même temps le centre de transfusion sanguine d'Alep qui a été détruit. Et concrètement, quand vous êtes sur le terrain, qui c'est que vous voyez arriver? Vous avez vu, vous, des enfants gazés, des gens torturés? Ou est-ce que c'est des victimes classiques, j'allais dire, de bombardements que vous avez? Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui se passe dans l'hôpital? Le plus souvent, ce sont des victimes de bombardements qui le sont. Des victimes gazées, c'était le cas effectivement en 2013, en 2014, et c'est là où il a fallu mettre en place un cours spécifique à la prise en charge des blessés chimiques. Vous avez vu des blessés, des morts chimiques? Oui, bien sûr, à Sarakeb, c'est comme ça. Et j'ai même fait Sarakeb, vous pouvez préciser? Sarakeb se situe à environ 40 du côté de Idlib, c'est-à-dire vers le sud-ouest. Sud-ouest du pays, de la Syrie. Du pays, voilà. Et donc sur Sarakeb, il y a eu des tirs de sarin. J'en ai fait même des prélèvements. Nous avons interrogé, fait le compte-rendu médical et j'ai ramené tout ça en France, bien évidemment, parce que nous avions la preuve qu'il y avait bien utilisation du sarin, alors que tout le monde disait non, c'est pas possible, ça n'existe pas. On avait la preuve et j'ai transporté les prélèvements que j'ai remis ici aux autorités françaises. Pourquoi les hôpitaux sont des cibles stratégiques aujourd'hui, à Alep notamment? Je pense qu'il y a une vraie volonté de terroriser la population et de faire en sorte qu'elle fuit. Globalement, quand on regarde bien, il est en train de rééquilibrer les communautés à l'intérieur de la Syrie, puisqu'il fait fuir la population, surtout d'origine sunnite. Alors globalement... Ça, c'est de la part du régime. C'est le régime ce qu'il faut bien préciser. Bien sûr, c'est le régime qui bombarde, etc., les hôpitaux. Il y a eu plus de 700 médecins qui ont été tués durant ces 4 dernières années. Et quel est le but de Bachar dans cette affaire? Pourquoi veut-il faire fuir les populations civiles? Il est clair, et c'est souvent le regard qui m'exaspère un peu que l'on peut avoir quand on est en Europe, en Occident. On a tendance à dire... Il y a les islamistes, d'accord, les djihadistes, d'accord, confondus rebelles. Et puis il y a l'armée. Daesh, ce qu'on appelle Al-Nusra, pardon. Vous parlez de l'armée syrienne libre, là? Non, justement, vous voyez, il y a bien cela, si bien qu'il y a confusion, d'accord. On dit, ce sont les rebelles djihadistes qui attaquent en ce moment, d'accord. Peut-être qu'il faut voir les choses autrement. Et moi, ça fait maintenant 4 ans que j'y suis. Il y a autre chose. Dans les zones qui sont, par exemple, tenues par Al-Nusra, depuis 3 ans maintenant. J'y suis passé par la zone de Darkouch. J'ai fait 180 km il y a de cela à peu près 8 mois. J'ai traversé cette zone-là. La population vit calmement. Le commerce a repris. Les écoles fonctionnent tout à fait normalement. Il y a une justice en même temps, même si elle peut être expéditive avec la charia, etc. Mais il y a une organisation. Dans la situation de chaos général dans laquelle se trouve le pays, les gens attendent justement une certaine sécurité, attendent de pouvoir être dans une zone globalement où il y a de l'ordre. Et c'est ce que la population attend. Ce que vous voulez dire, c'est que par rapport à la vision d'occidentaux qu'on peut avoir, ils ne sont pas d'abord en attente de démocratie, vous dites, mais d'abord d'ordre et de sécurité. Aujourd'hui, ils le sont tous. Et ils iraient éventuellement vers Daesh, la population irait vers Daesh, si Daesh leur permet justement d'avoir cette sécurité qui leur est donnée. Alors, juste Alep, pour l'instant, était détenu par les rebelles. Enfin, c'est là où par une partie des rebelles. Et l'armée syrienne libre. Siège parce que, que les forces loyalistes, les forces gouvernementales, essayent de reprendre le contrôle d'Alep. Absolument. Pourquoi ? Parce que à la fin du mois, il y aura de nouveau une relance des négociations et que le régime soutenu par la Russie essaye d'être en position de force, justement par rapport à cette négociation qui devrait s'ouvrir. Et donc, essayer de récupérer cette zone d'Alep permettrait justement de dire on a libéré tout le nord, voilà. Et vous, est-ce que vous vous voyez comme un intervenant neutre, je soigne tout le monde, ou est-ce que vous êtes le médecin des rebelles? Non, je me sens la population, m'importe. C'est la population qui est prise au piège dans les combats. Quand vous
vous allez dans les deux camps ou vous êtes allé que dans les camps des rebelles? Si vous voulez, je ne peux pas aller du côté de Damas, bien évidemment. Je ne peux pas aller dans cette zone-là. Je serai immédiatement arrêté. Je n'ai pas le droit de rentrer à l'intérieur de la Syrie. Je suis un étranger à l'intérieur de la Syrie. Le gouvernement interdit tous les Occidentaux, comme toutes les ONG, de pénétrer à l'intérieur de la Syrie. Comment vous rentrez? Clandestinement. C'est risqué pour vous? Vous prenez des risques? Par où vous passez? Comment vous faites? Tout le temps. Je ne vais pas le dévoiler ici. Quand la guerre sera finie, j'expliquerai un peu comment nous faisons pour rentrer. Mais chaque fois que je rentre avec mes collègues franco-syriens. Heureusement qu'ils sont là et je me mets entre leurs mains et je leur fais confiance. Et vous disiez pas 10 fois, c'est 15 fois. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, au sens, non pas de cacher par où vous passez, mais des compromissions, ou est-ce que... Pas du tout. Petit, quand un blessé arrive, vous ne lui demandez pas en fait si c'est un rebelle ou si c'est un soldat de l'armée de Bachar el-Assad, déjà. Oui. Et vous dites maintenant les hôpitaux sont bombardés aujourd'hui. Donc comment vous faites? On a entendu parler d'hôpitaux clandestins qui se déplaceraient en fonction depuis le début, des zones dangereuses. Quand je suis rentré en 2012, c'était déjà le cas. J'étais dans la petite ville de Dana. Je suis arrivé le dimanche soir. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'hôpital a été bombardé. C'était l'hôpital de la ville de Dana. Et tout a été détruit. Avec mes 4 collègues, nous sommes partis, nous avons quitté. Je suis allé immédiatement dans une autre ville, Al-Bab, au nord-ouest, qui est entre les mains de Daesh actuellement. L'hôpital de la ville avait déjà été détruit. J'ai travaillé dans un hôpital clandestin pendant 8 jours. Il me reste à peu près 8 jours encore. Je suis parti le 6 octobre. Le 17, il était entièrement détruit. C'était déjà cela en 2012 déjà. C'était déjà comme ça. Et ça n'a jamais arrêté cela. Et justement, la situation n'a jamais cessé d'empirer. À l'heure où on parle, donc Alep est à nouveau assiégé dans des conditions extrêmement violentes, extrêmement dures. Concrètement, que peuvent faire les téléspectateurs qui vous regardent? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici? Il y a le hashtag, justement, de SOS Médecins d'Alep qui va s'afficher derrière moi. C'est cette opération, cet appel au secours que vous lancez. Comment est-ce qu'on peut y participer? Mais ce qui me révolte, c'est que depuis 2012, cela existe. Quand je suis rentré en 2012 et que j'ai essayé de mobiliser l'ensemble du corps médical français en leur disant « Mais écoutez, c'est un crime de guerre. Nous sommes, nous, personnel sanitaire, protégés par les accords internationaux, les conventions, etc. Et pourtant, nous sommes ciblés, nous sommes tués, etc. » Il y avait lieu de se mobiliser. Et aujourd'hui, Hollande a voulu intervenir et puis il n'a pas pu y aller puisqu'Obama n'a pas voulu le faire. Je suis d'accord avec vous. Les Américains sont plutôt attentistes dans cette affaire. Raphaël Pitti, c'est fait. Oui, c'est trop tard, malheureusement. 2012, 2013, 2014. Alors, on est en 2016. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Il y a lieu, bien entendu, qu'il y ait une opinion publique qui s'insurge contre le fait qu'il y a des crimes de guerre, qu'ils restent tout à fait impunis aujourd'hui, en 2015, avec une destruction d'une population. On assassine la population syrienne. La population syrienne est assassinée dans une espèce de huis clos. Bachar assassine la population syrienne? En grande partie, oui. Moi, ce que je vois, oui. Il l'a fait, il continue à le faire. Et hier soir encore, il y a eu du chlore utilisé dans la zone de Idlib avec 40 victimes, certainement en représailles après l'hélicoptère qui a été détruit. Et le pire, on l'a compris aussi ici, c'est la banalisation, c'est le silence justement qui entoure parfois ce huis clos. Et heureusement, ce silence, vous êtes venu le briser ce soir en venant témoigner parmi nous. Merci beaucoup. Merci Raphaël Pitti. Bon courage et à bientôt. Merci.